L'architecture et le prompt. Quand vous utilisez un agent IA dans un projet Angular, il ne lit pas seulement votre demande, il lit aussi l'arborescence, vos noms de fichiers, vos imports, vos tests, vos conventions et les exemples déjà présents dans la codebase. Donc, si votre architecture est ambiguë, le contexte que vous donnez à l'agent l'est aussi. Et c'est pour ça, je pense, qu'on fait souvent une erreur quand on parle d'IA dans le développement. On parle beaucoup de prompt et des modèles comme Cursor, Claude, Copilot, etc. Mais on parle beaucoup moins du contexte vivant qu'est la codebase dans laquelle l'agent doit évoluer. Avant l'introduction des agents vivants dans le terminal, il fallait copier-coller des bouts de code à la main. Le code a donc toujours fait partie du prompt. Également, on sait vaguement comment fonctionnent ces modèles. Ce sont des prédicteurs de texte. Alors, logiquement, avoir le code le plus prédictible possible devient essentiel. Le problème, c'est que créer du code simple et facile à lire, même des développeurs mid-level et seniors n'y arrivent pas. Vous savez, vous entendez toujours ces histoires d'horreur, d'abstraction qui tournent mal. Également, non seulement il y a le code, mais il y a aussi l'architecture qui rentre en compte dans le prompt. Concernant le code, on verra ça dans une prochaine vidéo. Pour cette vidéo, on va s'intéresser uniquement à l'architecture de votre codebase. Comment structurer et nommer les dossiers et fichiers qui vont composer votre codebase. Un agent IA ne comprend pas magiquement votre application Angular. Avant de modifier du code, il doit naviguer comme un humain le ferait via le terminal. Il va lister les fichiers, il va chercher des noms spécifiques avec grep ou un outil équivalent, il va ouvrir des fichiers, il va regarder les imports et naviguer en fonction. Donc, votre architecture devient une carte. Une carte qui se redécouvre à chaque nouvelle session. Si la carte est claire, l'agent a beaucoup plus de chances de trouver le bon endroit et d'accomplir sa tâche plus rapidement. Si la carte est floue, il doit deviner, multiplier les recherches et parfois supposer ce qu'il ne devrait pas. Et quand un agent devine, il peut produire du code qui compile, mais qui n'est pas au bon endroit, donc du code qui produit de la dette technique. Et c'est souvent là que commencent les problèmes. Car l'IA ne va pas chercher naturellement à régler le cœur du problème. Elle va juste empiler une solution ad hoc sur une autre solution ad hoc, et éventuellement, ça va en résulter en une application des enfers, impossible à maintenir. La différence fondamentale avec l'IA, c'est qu'elle ne se remet jamais en question par elle-même. Alors oui, il existait des codebases des enfers, même avant l'IA. Mais elles n'étaient pas à cause d'une seule personne. Ce sont souvent des problèmes structurels où tout le monde se délègue ses responsabilités et personne ne veut accepter un sacrifice momentané pour fixer le cœur du problème. Mais un humain, seul sur un projet, finit par se rendre compte et va soit trouver une solution ou abandonner le projet entièrement. Tandis que l'IA, par défaut, continuera jusqu'à exploser en plein vol. Un autre point qui peut être important, c'est le naming. Alors je sais que les recommandations actuelles d'Angular proposent de retirer les suffixes qui servent à décrire le type de l'objet. Mais personnellement, surtout avec les agents IA, je préfère garder des suffixes pour expliciter le type du fichier. Par exemple, comme vous pouvez le voir ici, on a invoice payment status, .component.ts, .mapper.ts, .enum et le service. Alors on pourrait retirer le suffixe et placer tous ces fichiers-là dans un dossier pour éviter d'avoir des conflits de noms. Par exemple, un dossier mapper, un dossier enum et un dossier service. Mais que ce soit un humain ou une IA, je ne trouve pas que ça facilite beaucoup la navigation. Plutôt le contraire. Comme l'IA, moi je suis un fan du fuzzy finding pour trouver des objets et des fichiers dans ma codebase. Et avoir le nom du type dans le nom du fichier me permet de directement écrire le type du fichier et une partie du nom, et je trouve rapidement le fichier vers lequel je veux naviguer. Et honnêtement, avoir des noms plus courts, mais devoir multiplier les dossiers pour éviter ces conflits de noms, ça ne résout pas vraiment le problème de la longueur. Alors ça, c'est plus un problème personnel et lié spécifiquement à Angular, mais lors de ma session de vibe coding sur l'application Gone, je me suis rendu compte que l'IA regroupait le template, le style et la logique dans un seul fichier. Alors au début, j'étais un peu étonné, et puis j'ai eu le réflexe de vouloir lui demander de tout resplitter en différents fichiers, un fichier HTML, un fichier CSS et un fichier TS. Après un peu de réflexion, je me suis rendu compte au final que du point de vue de l'agent, il va charger dans son contexte tout le fichier, il aura accès à l'entièreté des interactions du composant. Parce qu'au final, quand on travaille sur un composant, tout est lié en soi. Le template, le style et la logique, c'est le principe d'un composant. Tout est lié ensemble. Et pour moi, la raison de pourquoi on a décidé de séparer un composant en plusieurs fichiers différents, c'est simplement parce que la plupart des personnes trouvent ça plus simple à naviguer. C'est plus intuitif de switcher entre différents fichiers que d'utiliser des marqueurs
ou utiliser des recherches pour naviguer à l'intérieur d'un énorme fichier. Surtout qu'à partir du moment où on travaille avec un framework JavaScript, de toute façon, on aura une transpilation, puis probablement aussi une compilation des bundles, donc bien manager ces fichiers pour optimiser les builds n'est pas très important, même si je ne suis pas entièrement d'accord. Et honnêtement, il y a sûrement certaines personnes qui préfèrent travailler sur de très gros fichiers, mais il semblerait que la grande majorité des personnes dans le monde du web dev aiment tout séparer en plein de petits fichiers différents. Mais si maintenant c'est l'agent qui édite le code dans les fichiers, alors tout séparer en différents fichiers fait moins de sens. Personnellement, quand je regarde le résultat du code qu'a généré un agent, je regarde 95% du temps uniquement les différences Git. Et si je dois faire des corrections, j'ouvre le fichier et je sais déjà où je dois aller. Donc c'est très facile pour moi de m'y rendre avec une simple recherche. Du coup, pour moi, je ne vois que des avantages à tout regrouper dans un seul fichier. Alors, je ne dis pas de prendre des anciens projets et de tout refactoriser pour tout regrouper en un seul fichier partout, mais si vous décidez de créer un nouveau projet en Angular, et que ça va être principalement des agents qui vont écrire la majorité du code, alors il est sûrement plus intéressant de tout regrouper en un seul fichier. Si vous travaillez sur une application Angular, vous travaillez certainement avec un back-end. Ce back-end va généralement être la source de vérité du domaine. C'est-à-dire que c'est le back-end qui décrit quels sont les types, les interfaces, les classes et les enums, et c'est ensuite au rôle du front-end de recevoir toutes ces informations et les adapter, le terme technique est mapper, pour les interfaces utilisateurs. Parce qu'il existe toujours des différences entre comment sont les données métiers concrètement, telles quelles, et comment un utilisateur veut les utiliser. Et du coup, même si on essaye de découpler le back-end et le front-end pour que le back-end puisse se rattacher à n'importe quel type d'interface dans le futur, donc faire du Domain Driven Development, DDD, avec un front-end qui fait lui-même le travail de mapper les données du back-end pour ses cas d'utilisation, bien intégrer les données métiers, définir ce qu'elles sont et à quoi elles servent, reste très important. Une bonne connaissance du métier permet de créer des interfaces bien plus pertinentes pour l'utilisateur avec du code bien plus clair. Cependant, il existe de nombreux projets où le front-end et le back-end sont découplés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans les mêmes repositories. Même si le back-end est présent, si ces deux projets sont d'une certaine taille, si l'agent commence à naviguer dans le projet back-end pour aller récupérer du contexte sur le métier, ça peut complètement polluer son contexte. Du coup, moi, ce que je recommande de faire, c'est, à moins d'avoir des tâches particulières où vous devez modifier à la fois le back-end et le front-end, c'est de toujours lancer son agent dans uniquement la partie front du projet. Ensuite, vous placez à disposition un document qui décrit toutes les données métiers et toutes les interactions entre elles. Par exemple, vous pouvez voir ici, sur mon projet Gone, j'ai directement dans le contexte.md, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je lance un agent, il intègre directement l'intégralité de ce fichier dans son contexte. Et dans ce contexte, on a toutes les données métiers et les interactions entre les différentes entités, ainsi que des définitions. Et ce fichier a été généré lorsque j'ai conçu avec l'IA, en utilisant le skill Grill Me with Docs de Matt Pocock, à la suite d'une longue interview où elle m'a demandé à quoi correspondaient toutes les interactions et les données métiers. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir forcément un fichier qui est généré par IA, avec du texte écrit en français, une simple librairie partagée peut fonctionner aussi. Mais je pense qu'avoir ce fichier qui définit tous les termes est assez important parce que souvent, dans beaucoup de données métiers, il y a certains termes qui peuvent être ambigus. Des termes qui ont une signification vraiment spécifique dans le contexte du domaine métier. Et avoir ce fichier permet de se mettre d'accord et d'être sur la même longueur d'onde avec l'IA. Lorsque vous faites du développement agentique, l'une des méthodes qui a l'air de se démocratiser, c'est de faire du TDD, c'est-à-dire du Test Driven Development, où l'IA va d'abord écrire le test, ensuite générer l'implémentation du code pour valider ce test. Et ensuite, au fur et à mesure des erreurs, elle va corriger son implémentation pour matcher et faire valider le test. Alors du coup, pour moi, ça me paraît normal et plus simple pour l'IA d'avoir le fichier source et le fichier de test à côté. Comme ça, quand l'IA navigue dans le dossier, elle a directement accès aux composants et à tous les tests qui lui sont associés. L'un des plus gros problèmes avec les dossiers shared et les fichiers utils, c'est qu'ils deviennent souvent des poubelles à fonctions. Dès qu'on ne sait pas trop où va une fonction qu'on implémente, si elle a l'air suffisamment générique, alors je vais la mettre dans l'utils ou la mettre dans mon shared. Et puis, dans une future implémentation, vous créez un doublon de cette fonction ou de ce composant parce que vous avez simplement oublié son existence. Alors, ça peut arriver aussi aux agents de faire de la duplication de code, mais si vous décrivez dans le contexte.md qu'il doit
toujours garder ces fichiers spécifiques, donc l'util.js et le dossier shared, et essayer de réutiliser au maximum ces fonctions ou composants dans l'application dès qu'ils se trouvent dans un scénario où ça peut être le cas. Alors ça peut être un gros avantage des agents par rapport aux humains de maximiser le shared et la modularité. Par contre, si votre projet commence vraiment à devenir énorme, alors la taille du shared peut devenir un problème, parce que ça peut toujours polluer le contexte de l'agent. Si c'est le cas, utiliser des shared spécifiques dans différentes parties de votre application peut être une solution. Mais personnellement, je n'ai encore jamais expérimenté avec ça. C'est juste une idée. Voilà mes idées sur la question. C'est possible que j'ai tort sur certains ou tous les points que j'ai mentionnés. Cependant, actuellement, sur les nouveaux projets que je manage de façon agentique, je suis ces guidelines. D'ailleurs, si vous avez des façons de faire, des tips que vous voulez partager en commentaire, n'hésitez surtout pas. Et sur ce, merci d'avoir regardé. Salut tout le monde.